De retour dans l'Africa News, notre invité et avocat Brice Nzamba ainsi que nos éditorialistes Gemal Taleb et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et à l'approche de la fin de son mandat, l'heure est au bilan pour le président gabonais Ali Bongo. Qu'a-t-il vraiment impulsé pour le Gabon? Des avancées ont été identifiées à l'instar de la dynamisation de la filière bois et les chiffres de la croissance sont bien réels. Pour autant, le taux de chômage chez les jeunes est une problématique encore bien présente. C'est un reportage de notre correspondant Gabon, Douglas Toutoum, commenté par Deouf Gracias Kpodo. À quelques mois de la fin de son mandat et du prochain scrutin présidentiel au Gabon, le président de la République, Ali Bongo, fait son bilan économique. Le pays est parti d'une croissance de moins 2,7% en 2009 à un peu plus de 6% en 2014. En 2016, elle serait de 5,7% selon le ministre du Budget, contre 4,8% en 2015, dû à la crise économique mondiale. Pour le chef de l'État, la diversification de l'économie nationale a permis au pays de faire partie de ceux qui transforment leurs matières premières, notamment le manganèse, le bois et désormais le fer. Un bilan qu'il juge positif malgré quelques insatisfactions. Le Gabon industriel a également rencontré des succès importants dans le secteur minier. Pour la première fois de son histoire, le Gabon transforme sur place son manganèse. Au total, la filière manganèse est passée d'un chiffre d'affaires de 178 milliards de francs CFA en 2009 à 354 milliards de francs CFA en 2014. Depuis la mesure d'interdiction des grumes, le chiffre d'affaires de l'industrie du bois a triplé pour passer de 38 milliards de francs CFA en 2009 à 114 milliards de francs CFA en 2014. Dans cette lancée, le président Ali Bongo interdit désormais l'exportation de 3 essences réputées être du bois de qualité supérieure. Il s'agit du Kevazingo, le Moabi et le Douka. L'objectif est de transformer localement ces essences. La certification du bois gabonais avec un label bois gabonais. Ensuite, la totalité du bois soumis à l'exportation doit faire l'objet de séchage. La mise en valeur des secteurs non pétroliers pourvoyeurs de devises comme la forêt, la transformation du fer ou l'agriculture sont actuellement au centre de la stratégie d'investissement nationale. Le taux de chômage est estimé à 24% de la population active, dont 30% chez les jeunes. Mais malgré les emplois créés et la diversification engagée, le bilan économique du président Ali Bongo ne fait pas l'unanimité. Jean-Marie, diversification économique, industrialisation, une filière bois quand même très dynamisée. On ne peut pas nier que sous Ali Bongo, on a assisté à de réelles mutations économiques. Vous savez, Amira, nous tapons toujours sur nos présidents. C'est-à-dire il faut toujours faire une distinction de mon point de vue. C'est que quand il y a des réussites, il faut les souligner, ces réussites-là. Ne restons pas uniquement, si vous voulez, sur le mandat politique exercé par un individu. Ce mandat-là, comme toute chose dans la vie, vous avez des avantages, des inconvénients dessus, vous avez des bénéfices et vous avez des désavantages en face. Quand on parle de la dimension économique ici, là, concernant le président Bongo, on peut ne pas être d'accord avec lui, si vous voulez, parce que la plupart de nos discussions en Afrique, c'est toujours, ça se limite au mandat présidentiel, la politique a fait telle ou telle chose. Même si pour l'instant, l'économie, là nous rentrons dans l'économique. L'économie, si vous voulez, c'est un domaine dans lequel les effets se sont toujours sentir à long terme. C'est pas comme de la politique, c'est que vous allez mettre, même dans la politique. C'est-à-dire, il faut un laps de temps pour que la société puisse s'habituer aux nouvelles règles qui sont mises en place. Donc, dès cet instant-là, le fait que j'estime déjà que c'est une très très bonne chose pour faire bénéficier aux Africains. Si vous voulez, nous parlons toujours ici là de la diversification, de faire des transformations économiques sur place. Voilà, le Gabon l'a fait. Dans l'industrie du bois, on est en train de nous dire dans le reportage que vous avez les recettes d'exportation qui ont été multipliées par 3. Donc ça, c'est une bonne décision qui a été prise. Bon, mais malheureusement, au bout, on n'en voit pas immédiatement les effets, les conséquences, si vous voulez, de ces petites mesures-là qui sont mises en place. Pensez-vous justement que cette croissance a bien été redistribuée? Parce que les chiffres sont là, plus de 5 points de croissance en 2014 et près de 5 points en 2015. Vous savez, la redistribution chez nous, c'est là où le bas blesse. C'est pas uniquement en Afrique. Si vous voulez, quand vous prenez, Amira, vous regardez l'évolution de la redistribution du PIB mondial. Au PIB mondial aujourd'hui, la répartition est simple, 80% si vous voulez qui reviennent à 20% de la population mondiale et vous avez les 20% si vous voulez du PIB mondial qui reviennent à 80% des individus. Donc cette répartition-là est, si vous voulez, mondiale. À partir de là, comme en Afrique, ce n'est que la reproduction du système central, du système centralisé qui est régi par les marchés. Donc à partir de cet instant-là, c'est vraiment très très dommageable si vous voulez pour nos États, mais n'empêche que cette redistribution-là
vous retrouvez exactement la même chose qui se passe chez nous en Afrique. Donc à partir de là, j'estime que les actions qui sont mises en place par certains États africains, ça profiterait aussi, si vous voulez, à l'ensemble du pays, au lieu que les oppositions soient dans la critique systématique, que de reconnaître qu'il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés, des stratégies, des politiques économiques, sociales, éducatives, qui amènent le pays a progressé quelque part. On ne peut pas tout avoir, si vous voulez, du jour au lendemain. Nous ne sommes pas dans le, comment dirais-je, comme on dit généralement, comme j'entends mes enfants dire, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. D'accord? Donc, l'Afrique est en compétition avec tout le monde entier. Donc, à partir de là, il est nécessaire de pouvoir laisser le temps aux choses, comme le disait Mitterrand. Peut-être noter également, Jean-Marie, que dans les classements sur la corruption, la compétitivité ou encore le climat des affaires, le Gabon avance tout doucement. Le Gabon avance tout doucement. Je ne connais pas l'État africain, si vous voulez. Bon, nous avons dans tous les pays du monde, hein, ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Bon, ici, là, nous parlons de notre continent que nous voulons très, très bien voir avancer. Donc, nous sommes vraiment sévères là-dessus. Moi, je voudrais dire une chose à nos chefs d'État. Les critiques qu'on porte ici, là, ne sont pas des critiques sur lesquelles on veut détruire notre pays. Nos pays respectifs, ce sont des critiques constructives. Quels sont les points qu'il faut améliorer? Quelles sont les inefficiences qu'il faut transformer en efficience? Quelle est l'efficacité globale qu'on en tire du système? Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça n'avance pas très très vite, tout simplement. Pourquoi? Parce que les demandes des populations sont très très urgentes, très très pressantes et on ne peut pas les résoudre, si vous voulez, d'un claquement de doigts. Monsieur Nzamba? Oui, ce que j'allais dire, c'est que souvent on dit que qui aime bien châtie bien. Donc quand on aime, on veut que les choses aillent bien. Et en ce qui concerne le Gabon, je pense qu'il y a une possibilité. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une volonté et un début de commencement de diversification de l'économie. Et donc ce qui fait que en fait, les richesses qui sont générées suite à la vente du bois, si cet argent pouvait être investi de façon planifiée et exécuté avec des contrôles, avec un système de contrôle efficace pour que les projets pour lesquels cet argent est affecté puissent voir le jour. Je me rappelle la dernière fois, on en avait un peu parlé. Je pense que le Gabon dispose d'un potentiel extraordinaire. Quand on voit la population, ils ne sont pas nombreux au Gabon. Quand on voit les richesses du Gabon, toutes les matières premières qui sont vendues, cet argent, on peut investir des secteurs d'activité qui peuvent générer beaucoup d'emplois pour les Gabonais. Mais on espère que ça se fera rapidement. Voilà. Et l'Afrique subsaharienne enregistrait une dette internationale d'un peu plus de 402 milliards de dollars à la fin de l'année 2014, un chiffre qui ne prend pas en compte la dette sud-africaine. La dette internationale de l'Afrique subsaharienne dépasse ainsi celle du Moyen-Orient et du Maghreb. C'est un sujet préparé par Alioune Guindo. En dehors de l'Afrique du Sud, l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne ont enregistré, à la fin de l'année 2014, une dette internationale d'une valeur de 402,8 milliards de francs CFA. Un chiffre qui représente 24,5% du revenu national brut moyen de l'Afrique subsaharienne, mais qui couvre 87% de toutes les exportations des pays de la région, dont le montant total a été de 462,7 milliards de dollars. Il s'agit principalement de pays qui n'ont pas d'autres revenus que les revenus fiscaux. Comme indiqué, c'est souvent pas opportun parce que généralement, à un niveau partagé entre 3 et 5 000 milliards par pays, très souvent, nous nous retrouvons effectivement en une seule année avec 400 à 500 milliards partagés entre ces pays-là. Mais dans un investissement qui n'est pas très souvent opportun ou de façon pas du tout rationnelle. Ce qui fait que le développement dans sa globalité est compromis. Malgré un repli des prix des matières premières, les obligations internationales dues sur le court terme par les États de l'Afrique subsaharienne ne représentaient que 14,5% de leur dette internationale. Les bailleurs de fonds internationaux leur préconisent cependant une stratégie prudente quant à l'endettement international. Il faut peut-être inventer une autre forme de politique de financement de nos investissements et de notre politique tout court, à partir peut-être de partenariats un peu plus légers en tout cas, parce que là, c'est moins contraignant en tout cas au niveau budgétaire, parce que le partenaire amène l'argent et se fait rembourser à partir quand même de l'investissement qui a été réalisé. La croissance de l'Afrique subsaharienne rebondira en 2016 pour se situer à 4,6% après des années 2014 et 2015 difficiles. Les pays de la zone CFA devraient connaître la plus forte croissance du continent qui peut aller jusqu'à 5,7% pour la même année selon la Banque mondiale.
Gemal, les pays africains ont-ils aujourd'hui les moyens de maîtriser cette dette? On n'a plus rien à voir avec l'époque des années 80, 70, 90. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus de dette plutôt maîtrisé. Pourquoi? Parce que d'abord la croissance dans les différents pays est importante. Donc nous ne sommes plus dans les besoins où la croissance est très faible, les pays ne généraient pas de richesse, n'étaient pas capables de rembourser leurs dettes et n'étaient pas capables de faire face aux besoins les plus importants, y compris les besoins de salaire. Nous sommes face à un flux très important ces dernières années de matières premières, où le coût et le prix étaient très élevés, même si 2014-2015 étaient des années difficiles, on vient d'une décennie très importante, très faste. Donc le taux d'endettement et le niveau d'endettement des États était très faible. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la donne a changé, la croissance n'est pas faible, elle a ralenti. Le prix des matières premières connaît certes un affaiblissement assez important, mais tout porte à croire que dans les années à venir, il va s'élever. Et donc, si les besoins d'endettement sont aujourd'hui importants, ils ne plombent pas pour autant la croissance, ni aujourd'hui, ni hier, ni à venir. Troisième chose, c'est que les pays pétroliers qui étaient les plus importants ont un tapis financier assez important qui est un vrai amortisseur. On prend un pays comme l'Algérie. L'Algérie est probablement un pays qui n'a pas de dette, qui n'a pas d'endettement, qui va sans doute le connaître cette année, sauf que les réserves à l'étranger, la force du fonds souverain algérien à l'étranger ces dernières années était telle que l'amortissement est important. C'est valable dans beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, est apparu ces dernières décennies la création des fonds souverains. Il n'y a pas un pays qui n'a pas un fonds souverain, il n'y a pas un pays qui n'a pas une capacité de réserve importante. La difficulté, c'est que l'endettement à moyen et à long terme devrait, j'espère que c'est le cas, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, servir les financements à moyen et à long terme, ce qu'on appelle les investissements. Et là, ce n'est pas le cas. Et puis, la dernière donnée importante qu'on a connue ces derniers temps, c'est que l'investissement important ne tue pas la pauvreté et le niveau élevé de la croissance ne tue pas le chômage. Et donc, je pense moi que l'équation la plus importante pour l'endettement de demain devrait plutôt être celle-là. Merci Gemal. Merci Amira, ce fut un plaisir. Et bien, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous également Jean-Marie. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et aux chers téléspectatrices de notre fameux frère Alfred. Oui, on les embrasse et on les salue. Et merci à vous également, Monsieur Nzamba. Je rappelle que vous êtes avocat. Merci pour vos analyses. Je vous remercie Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africanisation, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain en cette semaine toujours consacrée au Congo. À très vite.